Madame, monsieur, préparez vos passeports et vos cahiers. C'est un monde, fait en effet sa rentrée des classes. Et cette semaine, on retourne, oui, sur les bancs de l'école, puisqu'on va parler uniforme scolaire. Est-il obligatoire dans d'autres pays? Que symbolise-t-il chez nos voisins? Est-il vraiment un gage d'égalité? C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Alors, ils ont répondu présent à l'appel. Voici nos reporters du jour. Hakim Abdelkalek qui a fait le déplacement en Suisse, Arnaud Miguet qui nous attend en Chine, Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde, et enfin Luc Lacroix qui nous donne rendez-vous, lui, en Russie. Allez, fini la récré. Pour la première escale, nous partons tout de suite en Italie, dans le nord de la botte. Bonjour Hakim, est-ce que le port de l'uniforme est une pratique courante chez nos voisins transalpins ? Eh bien, écoutez, ici en Italie, c'est assez rare de croiser des élèves ou des lycéens en uniforme, tout simplement pour des raisons historiques. C'est que l'uniforme scolaire renvoie inévitablement à l'Italie fasciste. Dans l'inconscient collectif italien, dans l'imaginaire collectif, l'uniforme est évidemment associé aux jeunesses fascistes italiennes, ce qui n'est pas le cas de nos voisins suisses, où l'uniforme est beaucoup plus répandu, notamment dans les lycées d'excellence, les écoles privées, où la jet set internationale, les diplomates, les ministres, les vedettes envoient leurs fistons ou leurs filles. Là, l'uniforme est obligatoire. Et nous nous sommes rendus dans un de ces internats, dans le canton de Vaud. C'est là qu'a étudié par exemple Charlotte Gainsbourg, ou bien la famille Hermès, ou bien les héritiers de la famille princière du Luxembourg. Et vous allez voir que là-bas, on ne plaisante pas avec l'uniforme. C'est un reportage signé Anne Donadoni, Emmanuel Carello. Tout en haut d'une vallée suisse, Villars-sur-Olon est un village privilégié. C'est ici que l'une des écoles les plus prestigieuses au monde fait sa rentrée, le collège Beau Soleil. 260 élèves venus de 56 pays se retrouvent après les vacances. Ça commence par des jeux pour intégrer les nouveaux, un peu comme dans une grande famille. Les élèves sont répartis en 5 maisons de couleurs différentes, chacune au nom de leur internat, une sorte de Poudlard suisse où l'uniforme fait partie des rites initiatiques. Liam a 12 ans et avant d'entrer en 4e, il doit se plier à la coutume. Bonjour, je suis ici pour l'uniforme 1. Oui, exact. Uniforme du lundi. Allez, on se met en cabine et j'amène tous les éléments. L'uniforme du lundi est le plus formel. Blazer, chemise, cravate, une élégance qui doit faire du lundi une journée solennelle. Oh, parfait. Comment on se sent ? Très bien. On n'oublie pas de fermer un bouton. Oui. Hein. Voilà. C'est très bien, les matériaux, très bonne qualité. Il n'y a personne qui peut dire à quelqu'un « tes habits sont pas jolis » ou « tes habits ils sont pas chers » parce qu'ils sont tous les mêmes. Au total, chaque élève a 5 tenues, certaines pour la classe, d'autres pour le sport. Pour le collège, chaque rentrée nécessite une organisation millimétrée. Donc c'est un peu compliqué de savoir les tailles à l'avance des nouveaux élèves parce qu'on ne les connaît pas encore. Sachant qu'on a les anciens élèves qui viennent courant de l'année parce qu'ils grandissent, il y en a qui grossissent, donc il faut les habiller aussi et changer au niveau des tailles. Donc nous, on a une journée particulière, on a une centaine d'élèves qui viennent. Ici, les jeunes ont entre 11 et 18 ans. Les cours se font par petits groupes, de 5 à 10 personnes. Les professeurs sont au service des étudiants. Beau Soleil est un campus 5 étoiles, de ceux où l'on trouve des installations de sport professionnels, un mur d'escalade, des centaines d'instruments de musique. Les parents payent pour ce luxe 130 000 € par an de frais de scolarité. À ce prix-là, les uniformes sont offerts. L'uniforme scolaire fait partie intégrante de l'école depuis longtemps. Ça fait vraiment partie de notre histoire. L'uniforme aide à bâtir une communauté, quel que soit le pays d'origine. À Beau Soleil, même le pressing est d'excellence. En coulisses, 25 personnes s'occupent des uniformes, de les repasser, de les retoucher, pour que les étudiants soient toujours sur leur 31. De retour à l'internat, Catherine, 17 ans, prépare sa rentrée. Elle est d'origine grecque et russe, des couleurs qui figurent sur son blouson. Elle rentre en terminale et suit un cursus en français. Quant à l'uniforme, elle s'en accommode parfaitement. Honnêtement, moi, ça me plaît plus d'avoir des uniformes parce que je perds moins de temps le matin.
Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien les uniformes. Son premier cours de l'année, c'est un cours de philosophie. En fait, définir la philosophie, c'est déjà un problème philosophique. L'occasion de réfléchir sur ce qui est important et sur ce qui est accessoire. Ce qu'ils comprennent assez vite, c'est que l'uniforme, c'est pas forcément ce qui fait l'essentiel de leur personnalité. Si j'employais un mot en philosophie, c'est de l'accidentel, c'est pas de l'essentiel. Voilà. Et ce qui est essentiel ici, c'est ce qu'ils font en classe. Ici, le taux de réussite aux examens est de 100%. Mais Beau Soleil n'est pas une école comme les autres. Elle est financièrement réservée à une élite. La Suisse s'est taillée une réputation dans le monde de l'éducation. On y trouve les 5 écoles les plus chères du monde. Mais Hakim, ailleurs en Suisse, ailleurs en Europe, qu'en est-il de cette question de l'uniforme ? Vous le savez, hein, Laurent, en Suisse, les choses fonctionnent par canton. Alors, si on veut schématiser globalement dans les cantons, on parle italien et français, on trouve un peu moins d'uniformes obligatoires. C'est un peu plus le cas dans les cantons alémaniques, on parle allemand. Et en Europe, eh bien, c'est surtout la Grande-Bretagne, l'Irlande, le monde anglo-saxon, où se concentrent les écoles, les collèges et les lycées, où l'uniforme est obligatoire. Et vous pensez que l'uniforme a un lien avec la réussite scolaire ? Question piège. C'est un vieux débat, c'est un très vieux débat. Les pédagogues ne sont absolument pas d'accord entre eux. C'est un débat séculier. Est-ce que l'uniforme permet d'obtenir des meilleurs résultats scolaires ou une meilleure discipline ? En tout cas, on peut citer une étude qui montre une corrélation intéressante. C'est l'étude de l'OCDE qui, vous savez, calcule chaque année le niveau des élèves dans le monde entier. Eh bien, ce sont dans les pays où le port de l'uniforme est obligatoire que l'on a les meilleures notes. C'est le cas notamment à Singapour, au Japon, à Hong Kong ou bien en Australie, en Nouvelle-Zélande également. Chacun se fera son idée. Merci beaucoup Hakim et à très bientôt. On poursuit notre exploration et pour la prochaine étape, eh bien, nous allons nous mettre dans le rang, en Chine cette fois. Bonjour Arnaud. Alors pas de jaloux, hein, les élèves chinois sont tous logés à la même enseigne, c'est uniforme pour tout le monde. Oui, bonjour Laurent. Les enfants revêtent l'uniforme dans toutes les écoles de Chine et ce depuis quelques jours, depuis la rentrée, c'est vrai dans toutes les écoles du pays. Alors c'est en général un jogging informe. Pour les occasions spéciales, il y a une tenue un peu plus habillée, mais pas de maquillage pour les filles, pas de bijoux, pas de vernis, pas de cheveux longs. Pour les garçons, ce sont des règles très strictes et des règles qui sont vraies depuis plus d'un siècle. Il y a 100 ans, l'uniforme était un signe de progrès social, était un signe d'unité aussi pour ces petits élèves de ce grand pays. Il y a débat également, comme partout ailleurs, sur l'uniforme en Chine, mais il est des écoles où il n'y aura absolument pas débat. Ce sont des écoles d'élite. Nous y sommes allés pour vous. C'est un reportage de Justine Jankowski et de Gaël Caron. Regardez, on se retrouve après. Elles sont partout à travers la Chine. Ici à Wangshui dans le sud, là au Sichuan dans le centre. Au total, 230 écoles de l'armée rouge. Comme ici, dans la ville de Huai'an, où la rentrée, comme tous les jours, commence avec la levée du drapeau et l'hymne national. « 5000 élèves en rang serré, disciplinés. » Aussi brillant soit-il, un élève qui n'aime pas son drapeau n'est pas un bon élève. Malgré les apparences, ce n'est pas une école militaire, mais une école élémentaire. Gratuite, ouverte à tous, mais financée en partie par des familles d'anciens gradés de l'armée rouge. Patriotique donc et nostalgique, l'uniforme est celui des révolutionnaires des années 30, bleu de travail et foulard rouge popularisé par Mao. Porter cet uniforme me rend fière. Mon héros, c'est Mao. L'école de l'armée rouge, c'est une grande communauté. Je suis heureuse d'en faire partie. Ces écoles existent depuis 2007. Les cours en classe y sont classiques. Anglais, mathématiques ou ici chinois. Basés sur la récitation par cœur. Pour des enfants de 6 à 11 ans, le même programme que dans toutes les écoles du pays. Sauf qu'ici, le matériel est dernier cri. Et l'esprit rouge n'est jamais loin. Les enfants ont bien intégré la leçon. Quand je vois le drapeau, je me dis que notre pays n'est plus faible et que nous n'avons pas à avoir peur.
L'élite chinoise de demain est conquérante et plus que jamais nourrie à la propagande communiste et au nationalisme. En tout cas dans cette école, la meilleure de la province, dirigée par Madame Huan. Aujourd'hui, face à la tentation de l'armée, ils doivent apprendre à résister et savoir ce qui est vraiment important. Alors entre les entraînements de ping-pong sous le drapeau rouge et les cours de calligraphie traditionnelle, ce qui est vraiment important, c'est ce fameux esprit de l'armée rouge. C'est sa spécificité, il y a des cours où les enfants reconstituent en chansons et en costume des batailles de Mao. Et on revêt l'uniforme. Ce sont leurs cours d'éducation physique à eux, mais pas seulement. Ici, ils peuvent réaliser ce que c'est que d'être un soldat. Ça éveille leur sens patriotique. Avec ces écoles, le Parti communiste chinois entend bien remettre à l'honneur patriotisme et nationalisme, histoire d'asseoir un peu plus son emprise sur la jeunesse de ce pays. Alors on dit bien sûr que l'habit ne fait pas le moine, mais en Chine, l'uniforme fait clairement le patriote, Arnaud. Oui, Laurent, vous l'avez vu, lever du drapeau, chant patriotique, hymne national, c'est le cas dans toutes les écoles du pays. Il n'y a pas d'exception à la règle. On a le patriotisme chevillé au corps. Vous savez, depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, il y a un sérieux coup de vis sur la société civile. Tout le monde marche à peu près au pas. C'est vrai aussi dans les écoles où il y a désormais, en plus des cours d'histoire, où l'histoire est passablement réécrite, des cours d'idéologie, et ça n'est pas prêt, semble-t-il, de changer. Sinon, et pour finir, la Chine, on l'a vu, c'est aussi le pays des nouvelles technologies, et elles sont même en train de s'inviter, on l'a vu sur les images, dans les classes et les cours d'école, on est d'accord ? Oui, Laurent, vous l'avez vu dans le sujet. Alors, il y a des écoles qui sont très chargées, à peu près 30 élèves par classe, et ça peut aller dans les régions rurales jusqu'à 60 élèves. Mais vous l'avez vu dans le sujet, il y a des écrans tactiles, preuve de modernité et preuve de cette Chine high-tech. Et puis, ça va beaucoup plus loin. Désormais, vous avez aussi des robots qui sont des assistants pour des cours même pédagogiques. C'est le cas dans des maternelles. Vous avez même des robots qui prennent la température tous les matins des enfants à l'entrée de l'école pour éviter la propagation de maladies, c'est plutôt une bonne idée. Et puis, puisqu'on parle d'uniformes, vous avez aujourd'hui des uniformes connectés. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez une puce électronique dans chaque uniforme. C'est le cas dans le sud du pays, dans une dizaine d'écoles, probablement une région test, si bien que les élèves ne peuvent pas faire l'école buissonnière, car s'ils franchissent le portail de l'école au lieu d'être en classe, une alarme sonore se met en route dans le bureau du directeur. Et puis, il y a ce système de reconnaissance faciale, parce que Laurent, je vous vois venir, on pourrait prêter son blouson à son copain, eh bien ça ne marche pas avec justement cette reconnaissance faciale. Et puis vous avez aussi dans certaines classes des caméras qui détectent le manque d'attention des élèves et qui envoient là encore un message sonore. Vous voyez en Chine, Laurent, on n'arrête pas le progrès. Ah oui, on n'arrête pas le progrès et fini l'école buissonnière. C'est plutôt triste, vu d'ici. C'est pas grave. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt. Allez, il est temps maintenant de faire une pause numérique puisque la rentrée se passe aussi sur la toile. Et pour nous donner bien sûr des conseils avisés, Julia Livage nous rejoint au tableau. Exactement, la rentrée scolaire 2019, elle est évidemment numérique. Sur Internet, on achète des fournitures, on revend ses livres, on s'entraide pour les devoirs, on révise. On y fait évidemment énormément de choses. Alors même si l'achat des fournitures ne représente que 10% aujourd'hui du marché sur Internet, il faut savoir qu'il est en constante évolution. Pour les fournitures, cette année, 3 priorités. Un budget raisonnable, un cartable allégé et des produits éco-responsables ou recyclables. Alors pour les petits budgets, c'est clairement sur Internet que ça se passe. Il a été dit par l'association Famille de France qu'on peut réaliser plus de 20% d'économies en achetant ces fournitures sur Internet. Pour ce qui est des produits recyclables et éco-responsables, c'est aussi sur la toile que vous allez trouver des prix intéressants avec des sites comme Ecobureau ou espritrecycle.fr. Et puis parce qu'il y a aussi les livres et les manuels scolaires qui coûtent cher, il faut absolument connaître ce site qui s'appelle Getbox. Alors Getbooks, c'est le livre
d'occasion, par excellence. Ça a été créé par des étudiants pour des étudiants et c'est la référence en la matière. Alors la toile, cette toile dont on fait presque un uniforme, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde et notamment sur les écoles de pays plus ou moins lointains, hein, Julia. Oui, grâce à Internet, je peux vous emmener dans les écoles du monde entier et vous montrer... En Chine, s'il vous plaît, on en vient. Hein. Alors ailleurs, je vais vous montrer leurs uniformes. Alors évidemment, quand on parle uniforme, on pense évidemment à l'uniforme britannique, mais en Australie, il existe aussi une petite particularité, regardez, qui fait mouche, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est le chapeau, parfois, rajouté à ces uniformes. En Irlande, le vert irlandais, les carreaux s'imposent évidemment. Et pour ce qui est du Japon, les amateurs de manga et de dessins animés japonais ne pourront pas ne pas reconnaître cet uniforme de collégienne. Alors il faut savoir qu'avec son col bateau et ses motifs marins, cette tenue, elle fait un carton sur Internet. Le hashtag Sailor Fuku, qui est le nom de cet uniforme, a dépassé les frontières du Japon. C'est un vrai phénomène sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup et de très nombreuses photos circulent. Ne changez rien, pas d'uniforme pour vous. Merci Julia, copie parfaite. Allez, on prend le chemin de l'école, hein, mais en Inde cette fois, où l'uniforme, lui, est obligatoire. Et attention, hein, chaque détail est passé au peigne fin, de la cravate jusqu'aux chaussettes. Bonjour Nicolas, c'est forcément un héritage de la colonisation britannique, je pense. Oui, bonjour Laurent, exactement, hein, des petits Indiens avec une chemise à carreaux, avec des chaussettes bien hautes et un short bien court. Ça fait immédiatement penser au scoutisme de Baden-Powell. Le Britannique a d'ailleurs vécu ici en Inde au début du XXe siècle. Et depuis, les uniformes à l'école sont devenus une chose extrêmement sérieuse, avec même un passage en revue tous les matins, que ce soit dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. L'Inde fabrique même les uniformes pour les élèves du monde entier. Reportage signé Sidou Yadav, Antoine Morel, avec un commentaire de Marion Laouamène. Des pieds à la tête, ces écoliers sont habillés exactement pareil. Après l'hymne national chanté tous les matins, l'uniforme est ce qu'il y a de plus important dans les écoles indiennes. Une uniformité à laquelle les élèves se plient avec philosophie. Ça permet de rester concentré sur nos leçons et pas sur autre chose. Personne n'est riche, personne n'est pauvre, on est tous les mêmes. Avant d'entrer en classe, c'est l'inspection des tenues. Ton uniforme, regarde ton col, il est mal mis. Ceux qui n'ont pas les bonnes chaussures ou n'en ont pas, les filles sans serre-tête sont mises à l'écart. Ils vont devoir s'expliquer. Tes chaussures, elles sont où? Pas de punition, juste un rappel à l'ordre. Nous ne les punissons pas. On leur rappelle, comme ça ils se sentent fautifs. Et à la fois d'après, ils viennent avec leur uniforme impeccable. Alors au moment de faire les achats pour la rentrée, pas question de déroger à la règle. Ça c'est une ceinture spéciale, tu ne peux pas mettre la même que tous les jours? Non. Pourquoi? Il faut que ce soit la ceinture de l'école, pas une autre. Avec ou sans cravate, en short, en jupe ou en pantalon, chaque école indienne possède sa propre tenue. Ici, l'uniforme, c'est l'identité de l'école. Parfois, les millions d'écoliers du pays ont un uniforme de différentes couleurs pour chaque jour de la semaine et un autre pour les activités physiques. De quoi faire tourner à plein régime les bobines des fabriques de textiles. Dans cette usine, où règne le brouhaha incessant des machines à coudre, 130 petites mains savent faire avec précision. Ici, chaque couturier fait environ 30 pantalons par jour. Chacun a une tâche bien précise. Ici, c'est la première étape. On attache les poches et on fait les coutures sur le côté du pantalon. Ensuite, on a une autre machine. Celle-ci sert à coudre les élastiques. Depuis 18 ans, Gagandip Kohli est à la tête de cette entreprise qui fabrique principalement des uniformes d'école. L'atelier fournit l'Inde bien sûr, mais exporte aussi dans le monde entier, en Europe, au Proche-Orient et même en Afrique. Chaque pays a ses exigences. Ça, on l'envoie en Espagne et celui-là, c'est pour le Congo. Comme on peut le voir, le tissu est différent. Au Congo, ils sont plus demandeurs de polyester. Celui-là est plus léger, les couleurs sont très vives. L'Espagne est connue pour ça. Chaque pays a ses propres demandes. En Europe, ils préfèrent miser sur la qualité.
une meilleure teinture. Des uniformes du monde entier, issus des mêmes bobines de fil, pour qu'en apparence au moins, tous les enfants du monde soient égaux. Là, en Inde, on a carrément affaire à des spécialistes. Merci beaucoup, Nicolas. Allez, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui qui va nous rejoindre. Avec elle, on va s'intéresser à la place de l'uniforme dans les écoles françaises. C'est vrai que c'est un sujet qui fait grand débat récurrent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de nostalgie dans l'air, d'ailleurs ? Alors oui, mais sauf que pour être nostalgique de quelque chose, il faudrait que cette chose ou que cette période ait réellement existé. Or, l'uniforme obligatoire en France, à l'école laïque et publique, n'a jamais existé. C'est du pur fantasme. Alors là, il y a quand même des écrits, des reproductions où l'on voit des écoliers en uniforme, ou alors ça ressemble beaucoup. Alors oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on va faire un petit rappel historique pour comprendre d'où ça vient et pourquoi. Alors l'uniforme est arrivé en France au XVIIe siècle. Il était imposé dans les milieux militaires par une ordonnance, l'ordonnance de Louvois en 1667. Petit à petit, le concept gagne du terrain et dès le Premier Empire, Napoléon va l'imposer à tous les officiers et fonctionnaires, quel que soit leur domaine. C'est au XVIIIe siècle que l'uniforme en tant que tel fait son entrée dans les écoles, mais dans les écoles privées. Dans les écoles publiques, toutes tenues par les jésuites, on n'exigeait pas aux élèves un uniforme en particulier. Maintenant, l'autre question intéressante aussi serait de savoir pourquoi finalement un uniforme. Parce que l'uniforme scolaire renforce l'esprit de discipline et de respect de la hiérarchie, des idéaux inspirés des milieux militaires. Dans les cours de récré Laurent, les enfants jouent, crient, chahutent, voire même se bagarrent. Et en fait, à travers l'habit, si vous voulez, ils portaient un signe extérieur de soumission à l'autorité établie. Voilà l'histoire de l'uniforme. D'ailleurs, si vous regardez bien, depuis la date de création, 18e siècle, de l'introduction de l'uniforme dans les écoles privées jusqu'à la première partie du 20e siècle, le style même des uniformes était inspiré des modèles militaires. Maintenant, faisons quand même une petite remarque. Vous aviez quelques établissements publics qui demandaient à leurs élèves de porter un uniforme. Mais il faut rappeler que c'était des initiatives privées et personnelles. À aucun moment, c'était l'État qui demandait à ces écoles de faire porter l'uniforme. Et c'était souvent des écoles riches, dans des quartiers un peu chics. Alors, pas d'uniforme, sauf que je me souviens qu'après 68, il y avait quand même la blouse obligatoire. Et certaines étaient grises, style postier ou autre. Bien sûr, alors, sauf qu'en fait, cette blouse, elle n'était pas tellement obligatoire. On va dire que c'était une tradition. Cette blouse vous protégeait de votre encrier. Elle était là pour faire barrière entre l'encrier et vos vêtements. Ça ne suffisait pas toujours, je vous rassure. Et pourquoi les Français semblent-ils favorables aujourd'hui au retour de l'uniforme? Pourquoi ils en parlent en tous les cas? Parce qu'on les balade un petit peu. C'est vrai qu'il y a plusieurs enquêtes qui avancent que les Français sont favorables au port de l'uniforme, dont celle de l'IFOP par exemple, publiée en août 2017, qui avance que 63% des Français y sont favorables. Des idées promues aussi par les politiques. Je vous rappelle que François Fillon et Marine Le Pen, lors de la dernière campagne présidentielle, avaient inscrit le port de l'uniforme dans leur programme. Ou encore une sortie remarquée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, en août 2018, qui se confie au magazine Paris Match et qui dit, je cite, « Dès lors qu'il existe une adhésion locale, cela peut être une réponse au consumérisme qui caractérise notre société et accentue les inégalités sociales jusque dans les cours de récréation. » Il ajoute cette phrase sublime, « L'école de la République forme des citoyens, pas des consommateurs. » Magnifique. Alors évidemment, les Français comprennent qu'on veut protéger par l'uniforme les enfants de l'ultra-consommation, on veut les protéger de cette société dépendante aux marques, en fait qu'on veut les protéger contre la société qu'on a créée pour eux. Donc sur le papier, c'est vraiment bien et ça nous emballe. Sauf que dans la pratique, si je vous rappelle que l'uniforme est quand même propre à chaque établissement scolaire et que donc on porterait soit fièrement le blason des plus grands établissements français, soit on porterait l'habit honteux des écoles, des zones un petit peu défavorisées et voire géographiquement maudites. Eh oui, donc vous êtes en train de me dire que l'uniforme ne serait pas si égalitaire que ça. Alors, je dis juste que si jamais cet uniforme est exactement le même à l'identique pour tous les établissements de France, alors là, oui, on parle d'égalité. Si ce n'est pas le cas, alors on ne fait que renforcer l'idée première qui était la soumission à l'autorité établie. Eh ben, contrôle continu, 10 sur 10. Merci beaucoup, Anissa, pour toutes ces informations. Allez, notre voyage scolaire continue. Direction maintenant la Russie, où la rentrée, c'est sacré, comme dans d'autres pays, bien sûr. Bonjour, Luc. Pour autant, est-ce que l'uniforme a intégré les classes des petits écoliers russes ? Oui, bonjour Laurent. Pendant très longtemps ici, il y a eu un uniforme très strict. C'était à l'époque soviétique. Au bureau, nous nous sommes amusés à nous replonger dans les albums de famille, dans les albums photos. Pas le mien, mais celui de mes collègues russes. Et voilà un petit peu ce qu'on a trouvé. Je ne vous dirai pas
qui est qui, mais voilà ce que ça montre. C'est pour les garçons un manteau sombre, presque militaire, qui a d'abord été gris, qui ensuite est devenu bleu marine, qui était porté sur une chemise, et pour les filles un tablier blanc les jours de fête, noir les jours normaux, et puis toujours dans les cheveux ces rubans noués. Tout a changé au moment de la perestroïka, au moment de la fin de l'URSS. Il y a alors eu beaucoup plus de liberté dans certaines écoles. On pouvait même venir à l'école en jean. Et aujourd'hui, on est un petit peu entre ces deux extrêmes. Ça dépend des écoles, mais il y a en fait une espèce de code couleur à respecter particulièrement le jour de la rentrée, car la rentrée ici, c'est un cérémonial très codifié, comme vous allez le voir dans ce reportage avec Patrice Hacheret et Ala Chevelkina. C'est une photo qui restera longtemps dans les albums de famille. Ruslan, 7 ans, entouré de ses parents, de ses grands-parents et même de son arrière-grand-mère pour sa toute première rentrée. Au petit matin, Ruslan a voulu nous montrer fièrement ses vêtements neufs. Ne prends pas tout d'une main. Dans son école, pas de fantaisie. Le pantalon gris est obligatoire. Chaussettes, cravate et chemise. Une sorte d'uniforme approuvé par la maman. À Moscou, dans chaque école, il y a un certain type d'uniforme, mais de couleurs différentes. Cela peut être des carreaux écossais chez les uns, chez les autres, c'est vert ou bordeaux. Et voilà le résultat, très chic. Les chaussures noires de ville sont elles aussi obligatoires. La sœur de Rusla, Milana, 8 ans, a enfilé une robe avant de passer au moment délicat de la coiffure. Je suis obligée de lui attacher les cheveux car il est interdit de venir avec les cheveux détachés. C'est que pour le premier jour ou c'est tous les jours? Tous les jours. Comme souvent en Russie, les grands-parents sont venus. Ils n'auraient raté la rentrée pour rien au monde. Il a attendu ce moment depuis longtemps. Il vient d'avoir 7 ans. Milana, elle va passer en classe de CM1. Et voilà pourquoi toute la famille doit être ici avec eux. À peine arrivée à l'école, Milana a filé rejoindre ses copines. C'est notre classe. Et sa maîtresse, qu'elle retrouve avec joie. Pour les nouveaux, comme Ruslan, c'est un peu plus loin que ça se passe, dans un parc où tout le quartier est invité. Chaque élève de CP a apporté un bouquet de fleurs pour son instituteur. Tous écoutent attentivement le discours de la directrice, destiné à les galvaniser. Regardez cette beauté, cet espoir, la foi et l'amour qui sont ici devant nous. Puis, les élèves défilent dans la rue, avant de rejoindre leur classe, main dans la main, avec un élève de terminale qui est là pour les aider à passer le cap. On accompagne les élèves les plus jeunes dans une nouvelle existence où ils vont faire des études. Ils se préparent en fait pour une autre vie où ils seront adultes. Mettez les mains sur le pupitre et levez la main comme si vous vouliez tous répondre. Commence enfin la première leçon, 40 minutes pour les consignes et faire connaissance. Quand j'accueille dans ma classe des enfants pour la première fois, l'essentiel pour moi, c'est de nouer un contact, pour que l'enfant me comprenne et que je le comprenne, comme une nouvelle famille qu'on est en train de créer. Ça m'a bien plu. Dès le lendemain, l'école aura lieu normalement, tous les matins, car en Russie, l'après-midi est réservé aux activités extrascolaires. Alors ça, c'est pour la rentrée, Luc. Ça se passe toujours aussi bien tout au long de l'année? Alors, en primaire, chaque élève a 40 à 45 minutes de classe et les cours s'enchaînent, ils en ont 5 à la suite. Ensuite, les élèves sont soit récupérés par leurs parents ou par leur nounou. C'est le cas par exemple de Ruslan et Milana. L'après-midi, ils font des activités manuelles ou alors des activités sportives. Pour Ruslan, c'est du volleyball. Pour Milana, c'est de la danse. Mais il y a d'autres élèves qui, eux, restent à l'école. C'est ce qu'on appelle ici la journée prolongée. Ils ont d'abord une grande récréation. Ensuite, ils vont manger. Ensuite, ils ont des activités ou alors ils font
leurs devoirs, parce qu'en Russie, il y a beaucoup de devoirs. Cette journée prolongée, elle est payante, c'est environ 40 ou 50 € par mois. Et ça continue comme ça jusqu'aux grandes classes. Au lycée, ça change un peu parce que c'est le moment où les choses sérieuses commencent. Il peut y avoir jusqu'à 8 cours consécutifs. Ça veut dire que les lycéens sortent vers 15 h. Et puis le lycée, c'est aussi le moment où les élèves vont commencer à avoir des répétiteurs. C'est très fréquent ici en Russie. Ils sont là pour les aider à réviser, à apprendre leurs cours et pour les préparer pour ce qui est très important, bien entendu, ici en Russie, qui est le bac, qui dure un mois au mois de juin en terminale et pour lesquels les parents veulent que leurs enfants soient fin prêts. Merci beaucoup.